Bonsoir Arnaud Alessandrin. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'Université de Bordeaux, Nation de genre, d'identité. Vous venez justement de publier ce livre, Déprivilégier le genre, je l'ai bien prononcé, aux éditions Double Ponctuation. Une petite fille dans un corps de garçon, un petit garçon qui se sent enfermé dans un corps de petite fille. La question de la transidentité est un tabou, mais qui se lève peu à peu, on en parle de plus en plus. Alors, quelle place pour ces enfants et notamment à l'école? C'est la question que se pose Lily. À l'époque, elle avait 8 ans. Lily, qui ne voulait plus qu'on l'appelle Baptiste en classe, eh bien l'école a bloqué. C'est ce que rappelle sa maman. Claire, et elle a dit, dans l'état actuel de nos connaissances, il est hors de question que Lily aille à l'école en tant que Lily. Donc on a dit, nous, on ne peut pas la museler. Vous verrez bien qu'elle se présentera à vous en tant que Lily. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'elle soit mal à l'aise et donc là, ils ont dit non, on doit avoir des expertises médicales, on doit avoir un suivi pour voir si c'est vraiment sa volonté à elle. Lily était dans une situation très, très inconfortable, et c'est un euphémisme, où tous les copains la connaissaient comme Lily. Elle l'appelait Lily, et la maîtresse l'a appelée de son ancien prénom. Donc, à la récré, les questions ont fusé. Mais t'es qui? Mais t'es quoi? T'es une fille? T'es un garçon? Est-ce que vous comprenez ces résistances de l'école? Est-ce que c'est récurrent? Alors, ce sont des résistances récurrentes. Quand on voit dans les établissements, quand on voit les hiérarchies, quand on voit les enseignants et les enseignantes, les rectorats, et quand on voit aussi le manque de politique sur ces questions. Il y a donc autant de résistances qu'il y a peu de politique favorable à l'inclusion des mineurs trans et d'ailleurs de l'ensemble des minorités LGBT. Et on peut voir ça sur le long terme, puisque depuis assez longtemps que ces thématiques, que ces figures émergent à la fois dans les médias, mais aussi localement dans des lycées, collèges, établissements. Et quand on observe l'inaction des politiques publiques, on se rend bien compte que là, il y a une action à réaliser. Parce que là, bon, il y a le cas de Lily qui est médiatisé, mais on imagine que ce n'est pas une exception. Vous avez entièrement raison, on est sur des cas massifs, alors massifs pas au sens statistique du terme, on mais les au a sens pas où les statistiques. Ils prennent du temps dans les établissements, parce qu'il n'y a pas de réponse politique, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement des rectorats. Or, les professionnels sont aujourd'hui dans l'urgence de traiter de ces questions. On a vu d'ailleurs, et on en a parlé aussi au moment de ce très émouvant film de Sébastien Lifshitz qui s'appelait Petite fille, où on suivait le parcours de Sacha également, et qui se battait aussi pour que son identité et son prénom soient reconnus. Ça peut paraître de l'extérieur comme anecdotique, un changement de prénom. Est-ce que ça l'est pour ces enfants? Alors, c'est tout sauf anecdotique, puisque pouvoir être qui l'enfant est aux yeux d'autrui, aux yeux de ses parents évidemment, mais aussi aux yeux de l'école, c'est-à-dire de la société, puisque l'instituteur, l'institutrice incarne l'État, incarne l'éducation nationale, c'est une reconnaissance. Et quand on connaît les discriminations, le harcèlement, le cyberharcèlement, alors la moindre reconnaissance est importante pour se construire positivement. Est-ce que ce sujet qui est délicat justifie ou explique donc les questionnements que peuvent avoir d'ailleurs certains parents, mais là, ce qu'on voit, l'éducation nationale, avec une question qui est peut-être aussi, je ne sais pas, compréhensible, qui est comment savoir si l'enfant, tout petit, dit vrai ou dit faux? Est-ce que cette question-là, on peut trouver la réponse? Est-ce que l'enfant ne se trompe pas de débat? C'est une vraie question, avec tout plein de préjugés, tout plein de stéréotypes qui environnent cette question. Oui. De type, est-ce que l'enfant ne déraisonne pas? Est-ce que l'enfant n'est pas malade ou atteint d'une autre pathologie mentale? Schizophrénie, bipolarité? Ou bien est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Vous voyez bien tout ce qui vient engendrer des minorations du propos de l'enfant, du propos de l'élève. Il ne sait pas ce qu'il fait, il est trop jeune, il est influencé, et on le voit, l'influence des séries, l'influence des films, l'enfant ne saurait pas ce qu'il fait. Il n'y a rien de plus essentiel que l'identité de l'enfant, et tous les enfants ont une identité de genre. Des garçons, des filles, des élèves trans ou non-binaires, tout le monde a une identité de genre. Et ça peut arriver très tôt. Ça peut bien sûr arriver très tôt, c'est d'ailleurs assez normal dans le développement psychologique de l'enfant. Vous remarquerez que pour certains, l'identité de genre est validée et accompagnée, les garçons masculins, les filles féminines.
pour les autres, elle est réprimée, voire psychiatrisée. Est-ce qu'il y a du coup des signes qui peuvent alerter ou justement qui doivent nous permettre d'accompagner et comment ces enfants-là? Alors, le premier signe, bien souvent, avant même la parole de l'enfant, ce sont les gestes, les attitudes, les comportements, les attirances de l'enfant. Et on voit des premières réticences assez massives, à la fois des parents et de l'institution scolaire, à accompagner des garçons et des filles dans des rôles de genre qui ne seraient pas attendus. Comme s'il était impossible de faire autre chose de ce qui était socialement attendu de nous. On a vu des situations extrêmement douloureuses et c'est aussi pour ça qui a fait que ce sujet a pris de l'ampleur, notamment dans les médias. Je pense au suicide de Fouad, une jeune lycéenne, 17 ans, qui s'est donné la mort juste avant les vacances de Noël. Elle venait d'être convoquée par la conseillère d'orientation en raison de sa tenue vestimentaire. Quelle est la responsabilité de l'école aujourd'hui? Vous en parliez un peu au début de l'émission. Et quelle réponse peut apporter l'éducation nationale aujourd'hui? Alors, l'école, on a tendance à dire qu'elle ne peut pas tout. Sur ces questions, toutefois, l'élève passant un grand nombre d'heures journalières dans l'établissement, l'école a des levées d'action assez nettes. Dans les programmes, dans l'accompagnement de l'élève comme des parents, dans le signalement lorsque les enfants peuvent être par exemple maltraités à domicile, mais aussi d'un point de vue éducatif, dans l'accompagnement que les enseignants, que les principaux, les principales peuvent permettre à l'enfant, notamment en matière de développement, d'accompagnement de son identité. L'école peut faire quelque chose, mais à côté de l'école, il y a aussi plein de structures, plein d'institutions qui peuvent agir en lien avec le parcours scolaire de l'élève. D'ailleurs, il y a un groupe de travail qui vient d'être lancé par l'Éducation nationale. Vous avez été auditionné hier, sans vous demander bien sûr de révéler le contenu de vos discussions. Qu'est-ce qui en ressort et qu'est-ce qui est prioritaire selon vous? Alors c'est un groupe qui est constitué d'associations et qui va auditionner et qui auditionne à la fois des chercheurs, des chercheuses, d'autres associations. Ce qui semble être l'horizon de ce groupe de travail, c'est la constitution d'un vade-mecum, d'un protocole d'accompagnement des élèves trans à l'école. Avec des, finalement, questions claires, réponses claires, c'est ça pour accompagner les professeurs? Exactement, mais aussi le rappel du droit. Car ce n'est pas parce qu'il y a des pratiques locales que ces pratiques correspondent au droit. Par exemple, les règlements intérieurs qui stipulent souvent que les garçons et les filles doivent avoir une tenue correcte exigée, ces règlements intérieurs contreviennent au droit, puisqu'on n'a pas le droit de discriminer une personne en fonction de son apparence. Et l'accompagnement sur les prénoms, justement, que dit les règlements, disent les règlements? C'est une excellente question, puisque aujourd'hui, la loi ne dit rien. La loi ne dit rien, donc on est dans une sorte de paradoxe avec une école qui se gargarise d'inclusion et des mineurs trans, mais d'autres minorités, que l'école ne prend pas en considération. Alors qu'est-ce que l'inclusion si c'est autre chose qu'un slogan politique? Concrètement, on voit que pour l'instant, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'il faut plus de formation des professeurs? Il faut plus de formation initiale, il faut plus de formation continue sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Il faut aussi plus d'intervention en milieu scolaire. Avec des psychologues également. Par exemple. Merci à vous, merci beaucoup Arnaud Alessandrin d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Des privilégiés, le genre, c'est aux éditions Double Ponctuation. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une émission intitulée Vote anticipé, la surprise de Macron réveille l'opposition.